je prends ma vie en main grâce à l'hypnose et au coaching. J'ai le plaisir d'inviter aujourd'hui le docteur Denis Coester. Denis, bonjour. Bonjour Shlomi, bonjour à tout le monde. Voilà, ça fait la deuxième fois qu'on fait cette émission ensemble, une émission en tout cas ensemble. Et aujourd'hui, on va parler de quelque chose de très particulier, qui est ce qui s'appelle le biohacking. Le piratage biologique, si on peut traduire en français, quelque chose comme ça. On va pirater notre biologie interne. On va voir de quoi il s'agit. Mais peut-être que, Denis, je vais te proposer de te présenter très brièvement auprès de nos auditeurs et auditrices. Ok. Voilà, donc, docteur Denis Coester, je suis médecin anesthésiste réanimateur. Je travaille dans une clinique à Paris. Et en fait, au cours de mes études, je me suis beaucoup intéressé au rapport entre le corps et l'esprit. Et ça m'a conduit à me former moi-même à l'hypnose. Je suis maintenant instructeur certifié auprès de la NGH, donc la National Guild of Hypnotists, qui est la plus grosse association mondiale d'hypnose. Je suis également coach. J'ai été formé entre autres par Robert Dills, qui est une des références mondiales dans le domaine. Et puis, tout en m'intéressant justement à ce lien entre le corps et l'esprit, je me suis aussi intéressé à la prévention, en me disant que notre médecine allopathique était très forte pour soigner des maladies, mais elle était relativement désarmée par rapport à la prévention de la santé. C'est ce qui m'a conduit à me former à la médecine anti-âge et à la prévention du vieillissement. Donc c'est une utilisation des techniques médicales, non plus à des fins de soigner, mais plutôt à des fins de permettre de prolonger la vie. Un peu ce que font les Chinois, en médecine chinoise aussi. Ils ont la même philosophie d'être dans la prévention et d'avoir une santé psychique, physique et de ne pas arriver à aller chez le médecin, on va dire. Tout à fait. En fait, quand on prend même la définition par l'OMS de la santé, la santé telle que le définit l'OMS n'est pas juste une absence de maladie, mais c'est un état de bien-être complet, physique, psychique, émotionnel, social, voire même spirituel. C'est-à-dire qu'on ne se limite pas au fait de ne pas avoir de maladie. Et en cela, effectivement, la médecine de plus en plus se rapproche de ce modèle très connu, effectivement, en Asie, qui est de prévenir. Nous avons un ministère de la Santé, nous avons une assurance maladie. C'est assez intéressant de voir que finalement, nous nous préoccupons parfois plus de la maladie que de la santé, et justement, toutes ces démarches que j'ai faites, c'était plus vers la santé elle-même. Bien sûr, parce que malheureusement, quand la maladie arrive, c'est que déjà l'état mental a eu son impact. Comme dit Lacan, c'est le maladie, et puis on se retrouve avec une maladie physique, mais qui vient du mental. Et c'est là qu'il faut prévenir les choses et être dans ce bien-être émotionnel et psychique surtout. Oui, tout à fait. En fait, le problème, c'est que la médecine telle que nous la pratiquons actuellement est issue, on va dire, de tous les travaux de Descartes. Descartes, grand philosophe s'il en est, mathématicien et aux multiples talents, avait vraiment une théorie de séparation du corps et de l'esprit. Et cette théorie a donc déjà séparé le corps et l'esprit, ce qui est déjà peut-être une première erreur, et ensuite à segmenter le corps finalement en organes différents. C'est ce qui fait qu'en médecine, nous avons les cardiologues qui s'occupent du cœur, nous avons les néphrologues qui s'occupent du rein, nous avons les pneumologues qui s'occupent du poumon. Et même au sein, par exemple, de la cardiologie, il y a les tensiologues qui vont s'occuper de l'hypertension artérielle, il y a les rythmologues qui vont s'occuper du rythme cardiaque, il va y avoir les angioplasticiens qui vont s'occuper de déboucher les artères du cœur. Donc une segmentation de la médecine qui finalement a réduit l'être humain à une multitude d'organes et de fonctions, en oubliant justement cette globalité. Alors, effectivement, cette idée de revenir sur les basiques, à savoir le lien corps-esprit, c'est extrêmement important, parce que comme tu l'as très bien dit, une problématique mentale peut entraîner une problématique physique. C'est très connu, puisque c'est le principe du placebo et de son inverse, qui est ce qu'on appelle le nocebo. Mais l'inverse est vrai également, c'est-à-dire qu'un problème purement biologique peut avoir des répercussions mentales. C'est vrai que, par exemple, si on prend une dépression, la dépression peut être causée par une problématique purement émotionnelle, telle la mort d'un proche ou un choc émotionnel. Mais une dépression peut également être causée par une maladie purement biologique, comme par exemple une hypothyroïdie, un déficit thyroïdien va entraîner une dépression parce que les hormones thyroïdiennes sont essentielles au fonctionnement cérébral.
Et donc, comment est-ce qu'on fait pour parler de ça? Parce que c'est un problème qui touche tout le monde, où il y a un grand débat au sein du corps médical. Est-ce qu'une dépression, c'est une maladie ou pas? Et finalement, il n'y a pas le virus de dépression. On ne peut pas prendre une prise de sang et dire, ah oui, vous êtes déprimé, vous avez une dépression maintenant, parce que c'est pas une maladie ou c'est une maladie. On est un peu divisé là-dessus. Alors, concernant la dépression, bon, on pourrait parler longuement de la dépression, mais c'est très intéressant parce que concernant la dépression, il y avait une manière relativement ancienne de la voir, qui a été de voir ça uniquement comme une tristesse de l'humeur. Après, la question était de savoir à quoi était due cette tristesse de l'humeur. Alors, quel est l'œuf, quelle est la poule? Dans les années 50 à peu près, il a été déterminé que la plupart des personnes qui avaient des dépressions avaient une sérotonine basse au niveau du cerveau, la sérotonine étant un neurotransmetteur, c'est-à-dire un messager chimique au niveau du cerveau. Et donc, l'industrie pharmaceutique a créé des médicaments pour augmenter la sérotonine. C'est intéressant, néanmoins, les études, et notamment à partir de 2008, ont montré que ça ne suffisait pas, que les antidépresseurs qui permettaient d'augmenter la sérotonine n'étaient pas suffisants. Et c'est là qu'on s'est dit que finalement la dépression était une maladie plurifactorielle, puisqu'il n'y a pas que la sérotonine qui est impliquée, il y a d'autres neurotransmetteurs comme par exemple la dopamine, le glutamate, le GABA. Donc il y a d'autres neurotransmetteurs. De plus, il est intéressant que la dépression est en lien aussi avec l'axe hypothalamo-hypophysaire qui régule indirectement le cortisol, qui est la fameuse hormone du stress. Donc tout ça, c'est lié. Après, également, on peut se rendre compte que la dépression peut être due à des problèmes digestifs. Ça paraît paradoxal. L'intestin, que l'on appelle souvent notre deuxième cerveau, est très lié à notre cerveau de l'encéphale. Et par exemple, il est connu que la plus grande partie des neurotransmetteurs sont synthétisés par le tube digestif. Et donc, manifestement, une pathologie digestive pour entraîner une dépression. Donc, je te rejoins tout à fait. Est-ce que la dépression est une maladie? On peut s'interroger. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la dépression peut être un symptôme d'énormément de problématiques physiologiques. Bien sûr. Alors justement, je vais rebondir sur ça parce que le sujet, c'est le biohacking. Comment est-ce qu'on peut hacker sa dépression? Alors, en fait, juste pour décrire un petit peu comment je suis venu au biohacking. Déjà, voilà, comme je t'ai expliqué, il faut comprendre que la santé, c'est un espèce de large éventail qui va depuis la mort jusqu'à ce qu'on pourrait appeler un humain optimisé. Alors, je m'arrête bien à l'optimisation de l'humain et je ne vais pas jusqu'au transhumanisme qui serait au contraire une modification de l'être humain. Donc je reste vraiment sur l'humain optimisé. En tant que réanimateur, mon but était de permettre aux personnes qui risquaient de mourir d'être sauvées, d'être en vie. Ensuite, en tant que médecin, mon but était de les maintenir en vie. La médecine anti-âge faisait en sorte de les maintenir en vie le plus longtemps possible. Et je me suis dit qu'il y avait quelque chose qui permettait d'aller au-delà, et c'est comme ça que je suis né au biohacking, c'est-à-dire rester en bonne santé le plus longtemps possible. Donc biohacking, bio la vie, hacking la prise de contrôle, comment prendre le contrôle de sa vie en prenant le contrôle de sa biologie. Alors concernant effectivement la dépression, pour en revenir au sujet que tu me demandais, il est intéressant, même si cela peut paraître un petit peu contre-intuitif, il est intéressant à demander à une personne qui aurait une tristesse de l'humeur s'il y a d'autres signes associés. Lui demander par exemple si cette personne a pris du poids, si cette personne a une redistribution des graisses au niveau du visage, est-ce que cette personne a les yeux qui sont modifiés au niveau de leur taille, est-ce qu'il y a un gonflement au niveau de la gorge qui pourrait envisager un problème thyroïdien. On peut aussi demander à la personne est-ce qu'elle a des troubles digestifs. Est-ce que, par exemple, après avoir mangé, pris du lait ou du gluten, elle se sent un peu barbouillée? Parce qu'à ce moment-là, ça pourrait évoquer une intolérance au lactose ou au gluten qui pourrait être à la cause d'une inflammation digestive, qui pourrait être la cause, finalement, d'une inflammation un peu complète du corps humain, notamment inflammation du cerveau, qui pourrait être à la base d'une dépression. Donc, c'est intéressant de voir que la dépression, c'est quelque chose qui doit vraiment être pris en compte d'une manière extrêmement globale. Et c'est vraiment de plus en plus par rapport à cette globalité que je me suis intéressé au biohacking. L'idée, c'est que, en tant que médecin, je me disais que ce qui nous manquait, c'était toute la part mentale.
D'où cette idée de se former à l'hypnose et au coaching. Et puis après avoir fait beaucoup d'hypnose et beaucoup de coaching, je me suis rendu compte aussi que l'inverse était vrai, que souvent la limite de la prise en charge du mental était purement biologique. J'ai d'ailleurs une anecdote comme ça qui était assez illustratrice. Quelque temps, un homme de la cinquantaine était venu me voir en consultation de coaching parce que voilà, il avait il a été moins vif dans son quotidien, il avait moins de libido, il avait moins de goût au travail, il se sentait moins en forme, moins énergique. Et donc, il voulait du coaching par rapport à ça. Mais c'est vrai que tel qu'il m'a dépeint ces signes, personnellement, ça m'a évoqué un déficit au niveau de la testostérone. Effectivement, le bilan a montré qu'il manquait de testostérone. Une correction de la testostérone a permis en quelques jours de régler tous les problèmes, ce qui fait qu'il est venu pour un problème a priori mental, mais qui en fait était le signe d'un problème purement biologique. Oui, bien sûr, tout est lié de toute façon. Et puis, quand on va analyser le corps, le physiologique, et qu'on va l'alimenter sainement en hormones qu'il faut et en nutrition et en hydratation, on va automatiquement rentrer dans une phase de meilleure santé automatiquement. Bien sûr, le moral va jouer aussi, parce que le moral, il joue sur les deux. C'est dans tous les sens, ce triangle-là. Moi, j'appelle ça la gestion de mon mec. La gestion du mec, c'est le mental, les émotions et le corps. Et ça va dans tous les sens, cette fameuse gestion. Et donc, pratiquement, comment est-ce qu'on peut arriver à changer un peu sa biologie interne pour améliorer son mental, finalement? C'est de là qu'on va partir, c'est ça le biohacking. Tout à fait. Alors déjà, il faut prendre conscience du fait que nous sommes justement une unité corps-esprit, que tout est lié, que toutes nos pensées, nos émotions sont... Alors c'est difficile de savoir quel est l'œuf, quelle est la poule. Est-ce que la pensée va entraîner de la neurochimie, ou est-ce que c'est la neurochimie qui va être à la base de la pensée? Ça, à la rigueur, c'est pas forcément évident de le comprendre et même de le savoir, mais ce qui est sûr, c'est que comme tout est lié, il faut vraiment faire très attention à tout ce qui concerne notre corps. Alors, notre corps, l'important, c'est d'en prendre finalement le contrôle. Quand on dit biohacking, c'est prendre le contrôle de notre biologie. Comment prendre le contrôle de notre biologie? Eh bien, en prenant le contrôle de notre environnement interne et de notre environnement externe. Notre environnement externe, c'est quoi? Notre environnement externe, c'est tout ce que nous pouvons manger. Ça, c'est notre environnement externe. C'est la pollution, qu'elle soit chimique, sonore ou même du stress. Le stress est une pollution. Donc tout ça, c'est notre environnement externe. Notre environnement interne, ça va être notre tube digestif, notre microbiote, c'est-à-dire toutes les microbes qui sont dans notre tube digestif. Notre environnement interne, c'est également toutes nos hormones, toute notre chimie interne. Donc l'idée, c'est que pour prendre contrôle de notre vie, nous devons maîtriser au maximum notre environnement interne et externe. Et c'est vrai que j'aime énormément la phrase de Marc Aurèle, alors que je ne saurais pas forcément citer in extenso, mais qui dit qu'il est important d'être capable de changer ce que l'on peut changer, d'accepter ce que l'on ne peut pas changer et d'avoir la sagesse de distinguer l'un et l'autre. Et c'est ça qui est très important, c'est-à-dire qu'il y a des choses effectivement qui sont très difficiles à changer. Voilà, nous vivons dans un environnement, par exemple, pollué, c'est difficile. Oui. À moins de vivre à la campagne, de le changer. Mais par contre, nous savons que l'aliment peut être pollué parce qu'il y a des pesticides et qu'il vaut mieux manger moins et manger bio plutôt que de manger beaucoup et n'importe quoi. L'alimentation actuelle, et d'ailleurs c'était l'objet de la première fois que nous nous étions vus, nous avions parlé des dangers du sucre. Et c'est vrai que l'alimentation actuelle est une alimentation qui favorise l'inflammation. Pourquoi? Parce qu'elle est trop riche en sucre, et le sucre en excès permet l'inflammation de l'organisme. Elle est trop grasse avec des graisses issues de l'industrie agroalimentaire qui, là encore, sont des graisses qui favorisent l'inflammation, qui voire même sont cancérigènes. Donc, notre alimentation, effectivement, est à la source de beaucoup de nos maux. Et ça, c'est même Hippocrate qui le disait, faire en sorte que ton alimentation soit ta première médecine. Donc, la première chose à faire, c'est donc déjà de prendre soin de son alimentation, d'éviter l'alimentation industrielle. Plus on mange des choses proches de ce que nous offre la nature, et plus nous sommes dans le vrai. Voilà, très bien. On va continuer cette émission. On va prendre peut-être une petite pause médicale. Médicale et musicale. Une pause médicale et musicale. Et on revient tout de suite.
Eh bien, nous sommes de retour avec notre émission Je prends ma vie grâce à l'hypnose et au coaching avec Denis Coester. Denis, on parle donc du biohacking et notamment de l'espace que va prendre notre esprit, notre mental, nos pensées. Les gens pensent souvent que les pensées, c'est que du vent. Ce n'est rien. Mais on sait très bien, enfin, de notre côté, nous, on sait que la pensée est créatrice de notre réalité. Et la pensée attire. On attire à nous ce qu'on pense dans la fameuse loi d'attraction, mais ça va beaucoup plus profondément que ça parce que la pensée va générer des images dans notre cerveau qui vont générer des hormones avec les neurotransmetteurs et qui vont impacter tous nos organes et nos cellules immédiatement à cause de notre pensée. Et si on a une pensée positive avec de belles images, on aura des hormones qui vont faire du bien et sinon le contraire. Donc on a cet effet-là dont tu parlais tout au début, en début d'émission, de placebo ou de nocebo. Peut-être tu peux nous en dire plus. Oui, alors je vais juste rebondir. Je vais juste rebondir sur ce que tu disais. Tu as effectivement dit des choses qui sont très, très, très vraies. J'aimerais juste apporter des petites remarques supplémentaires. Tout ce lien entre les pensées et le corps, c'est très intéressant parce que nos pensées, je dirais, n'auront pas un lien direct sur notre corps. Ce qui est intéressant, c'est que la pensée, justement, elle va entraîner une émotion. Et c'est plus l'émotion qui va avoir un lien direct sur le corps. Parce que, par exemple, si je te propose d'avoir la pensée d'augmenter ton rythme cardiaque, tu ne pourras pas le faire. Par contre, si je te fais bouh et que je te fais peur, instantanément, ton rythme cardiaque va augmenter parce que l'émotion va avoir une influence au niveau du corps. C'est intéressant d'ailleurs ce cercle vicieux, ou vertueux du reste. La pensée va entraîner une émotion, l'émotion va entraîner un ressenti au niveau du corps, une réponse physique. La réponse physique va entraîner un comportement qui aura un résultat. Le résultat, s'il se répète, va créer une habitude. L'habitude, si elle se renforce, va créer une croyance. La croyance va renforcer une identité qui va être à la source des pensées. Et c'est ainsi qu'on boucle. Donc, c'est vraiment intéressant de se dire qu'en tout cas, quand nous avons une émotion, elle a une expression physiologique. Quand on a peur, on a le cœur qui accélère. Quand on est amoureux, on a le cœur qui bat. Autrement, quand on a honte, on devient rouge. D'autres émotions peuvent entraîner d'être tout pâle. D'autres émotions peuvent entraîner des larmes ou des rires. Donc en tout cas, toute émotion a une influence sur le corps. Et c'est intéressant, ça c'est Bruce Lipton, qui est professeur de biologie moléculaire et qui a écrit le livre La biologie des croyances, qui a insisté sur le fait que toutes nos pensées, en fait, comme je disais dans la première partie de l'émission, c'est en fait de la neurochimie. Une pensée, une émotion va entraîner de la neurochimie. Donc ça veut dire que finalement, notre corps va baigner dans un espèce d'environnement neurochimique. Pourquoi c'est intéressant ? En fait, quand nous apparaissons quelque part sur Terre, nous apparaissons à l'état d'une première cellule. Un spermatozoïde va féconder un ovule, il va y avoir une première cellule qui sera à la base de l'être humain que nous allons devenir. Cette première cellule, cette cellule initiale, est appelée cellule souche, on pourrait dire, ou en tout cas, elle a une propriété que l'on appelle totipotente, c'est-à-dire que notre première cellule, elle va être capable de se diviser et finalement, toutes les cellules vont pouvoir après se différencier en organes. On va dire qu'un os et un œil ou un foie et la peau, tout ça, c'est très différent, mais à la base, c'est toujours une seule cellule. Ce qui est extraordinaire, c'est de comprendre comment une cellule qui ensuite se divise en 4, 8, 16 cellules, etc. Comment donc une cellule unique peut donner des organes différents. Eh bien, Bruce Lipton explique que si on prend des cellules initiales, parmi les premières divisions, des cellules totipotentes, en fonction de l'environnement cellulaire dans lequel on va pouvoir les cultiver, nous allons obtenir des organes différents. Nous prenons une certaine cellule qui a tous les pouvoirs, qui peut devenir n'importe quoi. Nous la mettons dans un certain type de milieu, elle va devenir des cellules de foie. Nous mettons dans un autre élément, ça va devenir des cellules de cœur. Donc, c'est vraiment important de comprendre que notre environnement est à la source de ce que va devenir la cellule. Donc, vous comprenez bien que si vous êtes tout le temps avec des pensées négatives, des émotions négatives, vous allez laisser votre corps baigner et vos cellules baigner dans un espèce d'environnement extrêmement négatif et délétère. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de constater que finalement, tout cet environnement peut avoir des répercussions somatiques. C'est la base de la santé psychosomatique. Et donc, ça, c'est quelque chose d'assez intuitif. On sait très bien que quand on n'a pas le moral, on est plus à même d'être malade. Et c'est intéressant, c'est-à-dire que
c'est à la base d'une science moderne que l'on appelle l'épigénétique. La génétique, c'est de considérer que nous avons dans nos cellules un noyau qui contient l'ADN, qui a le code génétique de notre vie. Et ce qui est intéressant, c'est que même si nous n'avons pas une prise directe sur notre ADN, puisque nous en héritons de nos parents, nous avons une possibilité de modifier l'expression de nos gènes en fonction de notre comportement, en fonction de notre environnement. Cette modification et cette capacité que nous avons de maîtriser notre génome, c'est ce que l'on appelle l'épigénétique. L'épigénétique, c'était donc une capacité que nous avons d'agir sur l'expression des gènes. Je vais prendre un exemple. Imaginez que vous ayez le gène de tel cancer, par exemple, mais que vous avez une vie saine, que vous mangez sainement, que vous avez des relations stables avec les uns et les autres, que vous avez de belles émotions, une gestion du stress correcte, et bien vous n'allez pas exprimer nécessairement ce gène, même si vous l'avez en vous. Parce que donc vous avez cette maîtrise de l'expression du gène, cette fameuse épigénétique, qui est vraiment un des plus beaux symboles de cette maîtrise du corps sur l'esprit et de l'esprit sur le corps. Tout à fait, c'est très très important et très intéressant ce que tu dis parce que ça veut dire que les choses ne sont pas écrites. C'est pas parce qu'on a un héritage ancestral de parents qui ont eu tel et tel cancer que nous on est obligé de l'avoir. Rien n'est figé et on peut tout modifier dans sa vie. Et surtout, il ne faut pas se dire « Ah oui, j'ai eu un cancer du sein parce que ma mère aussi, ma grand-mère aussi ou un autre. » Tout à fait. Et bon. Effectivement, c'est très important parce que, alors évidemment, je me garderais bien de dire que les personnes qui ont des cancers l'ont cherché par la pensée ou leurs émotions. Je ne suis absolument pas dans cette idée qui serait horriblement culpabilisante et je trouve que c'est dramatique même de supposer ça. Il y a certaines personnes qui supposent ça, mais je trouve ça extrêmement malsain. C'est vraiment important de comprendre qu'au contraire, nous avons une possibilité, comme tu le disais, finalement, de ne pas être esclave de notre génétique, de ne pas être esclave de ce que l'on pourrait être, avoir l'impression que c'est une fatalité. Prisonnier, oui. Prisonnier d'une fatalité. Il y a des études extrêmement intéressantes qui ont montré que, par exemple, les petits-enfants des survivants de la Shoah avaient des traces génétiques au niveau de l'ADN d'atteinte du stress de leurs aïeux. Et donc ces descendants de survivants de la Shoah avaient une prédisposition plus importante que les autres à faire des dépressions et des maladies psychiatriques. Parce que justement, certainement qu'il y avait des traces, des modifications de l'ADN. Mais ce qui est intéressant, c'est que finalement, il a été également montré que les psychothérapies, que le travail sur soi permettaient quand même de corriger quelque part ces effets épigénétiques et que rien n'obligeait finalement l'être humain d'accepter de vivre avec. Il était toujours possible de travailler sur soi et de modifier finalement l'expression de nos gènes et de ne pas en être esclave. Bien sûr, tout à fait. J'ai une tante qui travaille uniquement avec les survivants, les enfants des survivants de la Shoah et qui est spécialiste là-dedans. Mais ça montre aussi que, par exemple, quelqu'un qui va avoir un enfant avant un drame et un autre enfant après le drame, ce seront deux enfants différents parce qu'ils n'ont pas hérité du trauma que le père ou la mère a eu et qu'elle va transmettre génétiquement, mais il faudra travailler là-dessus. Il faudra que l'enfant travaille dessus. Et exactement. Ça, c'est tout l'intérêt des travaux qui ont été faits sur notamment les télomères. Les télomères, ce sont les extrémités des chromosomes. Notre ADN, dans le sein de nos cellules, est regroupé sous forme de petits éléments que l'on appelle les chromosomes. Au bout des chromosomes, il y a une séquence d'ADN que l'on appelle les télomères, qui sont là pour protéger finalement notre ADN. Ce qui est intéressant, c'est que plus on vieillit, plus nos télomères raccourcissent. Donc, il semblerait que le raccourcissement des télomères soit lié à l'âge. Ce qui est intéressant, c'est que le stress raccourcit également ces télomères. Et donc, finalement, le stress accélère le vieillissement. Alors, est-ce qu'il accélère le vieillissement? C'est difficile à dire. En tout cas, il a une part sur un des marqueurs du vieillissement. C'est difficile d'être aussi d'avoir un tel raccourci, mais en tout cas, effectivement, le stress raccourcit les télomères et donc a des effets sur un des facteurs du vieillissement. Et ce qui est intéressant, c'est que l'inverse est vrai aussi, c'est-à-dire que la gestion du stress, comme par exemple la méditation pleine conscience, permet de rallonger les télomères. Alors, est-ce qu'on pourrait dire que la méditation permet de rallonger la vie? C'est un petit peu difficile, c'est un peu un raccourci. Néanmoins, en tout cas, la méditation et la gestion du stress
a des effets sur ce marqueur du vieillissement que sont les télomères. Et tout ça, ça a été étudié par une prix Nobel de médecine, Elizabeth Blackburn, qui a beaucoup travaillé, notamment chez les mamans ayant des enfants ayant des handicaps. Et elle a effectivement constaté que ces dames, soumises à un stress extrêmement important, avaient des télomères raccourcis par rapport aux autres femmes de leur âge. Mais que, fort heureusement, par un travail personnel, il est possible d'avoir encore une action au niveau de ces télomères. Donc, on est vraiment à l'aube d'une manière extrêmement incroyable, finalement, de prendre en charge la santé, parce que la santé corps-esprit, qui était vraiment très intuitive jusqu'à présent, devient de plus en plus scientifique, prouvé et même moléculaire, et c'est assez incroyable. Oui, c'est vrai, c'est incroyable, mais comme tu le disais, c'était intuitif, c'est-à-dire qu'on se rend bien compte que plus on est dans une sérénité, un calme dans sa vie, ben plus on va moins stresser le cœur, donc on va moins avoir de chances d'avoir une crise cardiaque ou un AVC. Ça a l'air tout à fait logique. Après, on va le prouver moléculairement, on va le prouver par des études scientifiques. Mais c'est vrai que quelqu'un qui va avoir un mode de vie, je veux dire, pêcheur au bord de la mer, va moins stresser que le courtier financier qui doit faire des achats énormes en bourse et qui peut finir malheureusement sur un brancard, alors que et financièrement être beaucoup plus aisé que le pêcheur qui lui va vivre très longtemps et en bonne santé. Il faut vraiment comprendre que finalement nous avons un mode de vie qui est très différent de nos ancêtres. Nous savons très bien que nous dormons beaucoup moins que nos ancêtres. Oui. Nous mangeons tout et n'importe quoi. Oui. Contrairement à nos ancêtres. Je veux dire, notre mode d'alimentation, il a quoi? Il a 50 ans. Enfin, je veux dire, même pas. Maintenant, à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, on peut commander un hamburger et on va l'avoir. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement récent dans l'histoire de l'humanité. Donc nous avons un mode de vie qui est totalement déconnecté. Nous avons par exemple un surcroît d'informations. Nous avons trop d'informations par Internet, par les réseaux sociaux. Nous avons justement trop peu de relations réelles à cause de ces réseaux sociaux. Nous avons donc une alimentation qui est néfaste, d'un environnement qui est néfaste. Nous avons de l'air qui est pollué. Nous sommes extrêmement sédentaires. Et tout ça, finalement, ça entraîne une diminution de l'espérance de vie. C'est assez incroyable parce que finalement, l'espérance de vie n'a jamais cessé d'augmenter grâce au progrès de la médecine et de la science. Et là, finalement, depuis quelques années, on se rend compte que l'espérance de vie commence à diminuer. Et ça, c'est très étonnant dans l'histoire de l'humanité. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, notre mode de vie est très lié aux maladies chroniques les plus courantes et pour lesquelles la médecine parfois est désarmée, à savoir l'hypertension artérielle, le diabète, le surpoids, le stress, le cancer, la maladie d'Alzheimer. Et tout ça, ce sont finalement des maladies pour lesquelles la médecine n'offre pas forcément une palette extraordinaire. Si on prend l'hypertension artérielle, la médecine actuelle ne guérit pas l'hypertension artérielle. La médecine actuelle soigne l'hypertension artérielle. On va donner aux patients des antihypertenseurs qui vont réguler l'hypertension, mais à partir du moment où ils arrêtent ces antihypertenseurs, la tension elle recommence à augmenter. Donc ils ne sont pas guéris. De même que les diabétiques, on va leur donner des médicaments. On va équilibrer leur diabète, mais on ne va pas les guérir de leur diabète. Par contre, on peut observer, alors je mesure bien mes propos, mais on peut observer des guérisons peut-être de l'hypertension artérielle ou du diabète en modifiant le mode de vie. Une personne diabétique et hypertendue qui va changer son alimentation, qui va manger moins de sucre, qui va manger moins riche, moins calorique, etc., va perdre du poids, va certainement réguler son diabète et va certainement réguler sa tension. Donc, tension, diabète peuvent être régulés par une prise en charge de notre environnement encore interne et externe. On en revient à ce que je disais sur le biohacking. Exactement. Puis, alors voilà, moi je parlais comme un ignorant, hein. Donc quand on dit hypertension, ça veut dire qu'on est hyper tendu. On a de la tension parce qu'on est tendu, donc on produit une pression sanguine beaucoup plus forte. Et est-ce que tout simplement en faisant des séances de relaxation, de respiration, 3-4 fois par jour, en faisant de la méditation, on va
calmer la personne et calmer le corps finalement, et donc calmer cette fameuse tension et donc se retrouver avec une tension normale. Alors je te dirais oui et non. Oui, peut-être pour une part, parce qu'effectivement la respiration, la relaxation va agir sur ce que l'on appelle le système parasympathique et sympathique du corps humain. En fait, nous avons différents systèmes nerveux. Le système nerveux central, c'est notre cerveau, le système nerveux périphérique, ce sont nos nerfs, et le système nerveux dit autonome, on l'appelle aussi système nerveux sympathique, parasympathique, et ce système nerveux sympathique, parasympathique est très très lié au stress. Alors effectivement, en contrôlant la respiration, nous allons calmer le stress, nous allons calmer, comme tu le disais, la tension au niveau des artères. Néanmoins, la tension au niveau des artères, elle n'est pas juste due à ce sympathique, parasympathique, elle peut être aussi due à des plaques d'athérome qui se trouvent dans les artères. La méditation ne pourra pas faire partir ces plaques d'athérome. Ces plaques d'athérome, elles sont là parce que des dépôts de cholestérol ont été fixés à cause d'un syndrome inflammatoire, bien souvent dû au sucre, ont été fixés sur les artères. Donc, là encore, c'est toujours le corps et l'esprit. Méditation, oui, mais ça ne suffit pas. Méditation et prise en charge d'une alimentation, oui, parce qu'à ce moment-là, on joue toujours sur les deux tableaux. À partir du moment où on ne joue que sur un seul tableau, c'est en tout cas ma perception des choses, on ne peut pas être vraiment optimum. Si on veut être optimum, il faut toujours lier le corps et l'esprit. Parce que le corps permet d'optimiser l'esprit, l'esprit permet d'optimiser le corps. Donc toujours les deux. Alors, méditation, oui, mais manger moins de sucre, manger des meilleures choses, ou éviter tous les polluants divers et variés, dont les polluants mentaux. Et également, pas seulement la méditation, mais faire des choses qui nous font plaisir, qui sont bonnes pour l'être humain, pour se détendre, en fait, de se relaxer de la vie de stress que l'on mène aujourd'hui, qui est extrêmement stressante, quoi. Oui, en fait, le problème du stress, c'est important de rappeler quelque chose d'essentiel, parce qu'on est tout le temps en train de conspuer le stress en disant le stress c'est horrible, etc. Non, mais le stress positif, et le stress a une part extrêmement positive, hein. Le stress est lié à la survie. Le problème du stress, c'est effectivement le stress en excès va entraîner la sécrétion d'une hormone que l'on appelle le cortisol. Et le cortisol a différents effets, en particulier il augmente les risques d'avoir du diabète, hein. Le cortisol a tendance à augmenter la glycémie. Donc en tout cas, effectivement, le stress va avoir des conséquences physiologiques. Donc le stress va avoir des conséquences mentales et physiologiques. Toujours la même chose, le corps et l'esprit. Très bien. Denis, on va prendre une petite pause musicale et revenir tout de suite après. Je prends ma vie en main grâce à l'hypnose et au coaching. Nous sommes avec le docteur Denis Coester. Donc Denis, on parlait sur le stress, on parlait sur justement la tension, l'hypertension, l'alimentation également. Mais finalement, et c'est très intéressant de voir que l'on peut contrôler ces différents aspects de notre vie de tous les jours, que les gens pensent qu'ils ne peuvent pas contrôler parce qu'ils sont pris dans leur travail, parce qu'ils sont pris après avec leurs enfants, avec leurs époux, avec le stress de la vie quotidienne. Mais finalement, dans ce fameux biohacking, par où commencer ? Alors, pour commencer finalement cette prise en main, ce contrôle de notre corps et de notre esprit, moi j'aime bien toujours parler de nos cellules, parce que finalement, trop souvent, on oublie que nous sommes faits de milliards et de milliards et de milliards de cellules. Et finalement, prendre soin de sa vie, c'est tout d'abord prendre soin de ses cellules. Parce que quand on se demande, mais comment se fait-il que nous soyons vivants ? En fait, nous sommes vivants parce que nos cellules sont vivantes. Nos cellules sont vivantes, pourquoi ? Parce qu'elles sont capables d'avoir de l'énergie. Elles sont capables d'avoir de l'énergie, pourquoi ? Parce qu'elles sont capables de transformer tout ce que nous mangeons en énergie grâce à l'oxygène que nous respirons. En fait, au sein de nos cellules, il y a une réaction chimique très particulière que j'ai eu la joie d'apprendre quand j'étais en première année de médecine, qui était très compliquée, qui s'appelle le cycle de Krebs. Donc, le cycle de Krebs est une réaction chimique par laquelle tout ce que nous mangeons se transforme en énergie grâce à l'oxygène que nous respirons. Donc, nous sommes vivants parce que nos cellules ont de l'énergie. Au niveau cellulaire, cette énergie est produite sous forme d'une molécule qui s'appelle ATP, adénosine triphosphate. Donc, l'idée, c'est pour avoir une vie pleine de sens et de vivacité, il faut augmenter notre ATP, notre niveau d'ATP. Il faut finalement faire en sorte de booster
si tant est qu'on puisse utiliser ce terme, nos mitochondries. Alors, comment on peut faire pour booster nos mitochondries? Comment on peut donc faire pour avoir plus d'énergie physique et mentale? Alors, c'est intéressant parce que je me suis vraiment intéressé à des routines quotidiennes qui permettraient d'augmenter justement cette énergie mitochondriale. Comment je suis venu à ça? Dans la clinique dans laquelle je travaille, il y a un centre de fécondation in vitro et en discutant avec un collègue spécialisé dans la fertilité, il m'a dit que, à son point de vue, une grande part des problèmes de fertilité seraient dus à des problèmes de mitochondries des ovaires, des ovocytes. Alors, il m'a dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour augmenter le niveau des mitochondries? Et alors, c'est là que j'ai vraiment cherché et je me suis dit qu'il y avait des choses extrêmement simples qui étaient prouvées par la science qui permettaient d'augmenter le niveau d'énergie, le niveau de production de nos mitochondries. Nos mitochondries, ce sont des petites usines à énergie qui se trouvent dans nos cellules. Alors, pour booster justement ces usines à énergie, par exemple, il ne faut pas manger trop de sucre, on en revenait tout à l'heure. Il faut manger notamment équilibré. Pourquoi? Parce que dans ce que l'on va manger, notamment les fruits et légumes, il y a des vitamines, notamment des vitamines du groupe B, qui vont favoriser justement la production de cette énergie. Il faut pas trop manger. Le jeûne intermittent, c'est-à-dire sauter un repas finalement, permet également de booster nos mitochondries. Après, il y a d'autres choses qui peuvent être un petit peu étranges, mais par exemple, prendre une douche froide. Quand on prend une douche froide, alors évidemment, plus on reste longtemps sous la douche froide, mieux c'est, mais plus on va booster nos mitochondries. Donc, il y a tout un tas de choses comme ça qui permettent de booster nos mitochondries et donc d'augmenter notre niveau d'énergie cellulaire. En augmentant notre niveau d'énergie cellulaire, nous augmentons déjà notre santé, nous augmentons également nos capacités mentales, parce que notre cerveau est très consommateur en énergie, très consommateur en ATP. Finalement, notre cerveau représente à peu près 5% du poids du corps. Néanmoins, il consomme au moins 20% de notre énergie. Donc l'idée, c'est plus on a de l'énergie, plus on aura un cerveau en forme. Super, alors j'ai une question là-dessus, très importante concernant les mitochondries et la fertilité, la fécondité. Je reçois beaucoup de jeunes femmes qui n'arrivent pas à avoir d'enfants et qui donc sont stressées. Et donc, grâce à l'hypnose et d'autres outils, on va déjà dédramatiser, donc déstresser l'esprit, l'état mental de la personne, mais je donne aussi beaucoup de respiration à faire, non pas seulement pour, et j'aimerais voir ton avis médical là-dessus, non pas seulement pour calmer le corps, mais pour pouvoir produire des hormones, ocytocine, sérotonine et noradrénaline, etc., des hormones qui vont, grâce à la respiration, mais une respiration très intensive, donc d'oxygénation très très forte du cerveau et du sang, est-ce que cela va donc influencer sur ces mitochondries? Alors, en fait, il est important, là, je vais juste me permettre une toute petite correction par rapport à ce que tu exprimais. C'est vrai que souvent, on pense qu'en respirant fort, nous allons augmenter notre oxygénation. En fait, ce n'est pas tout à fait ça. Parce que quand on respire fort, quand on respire vite, on n'augmente pas notre oxygénation. Par contre, on va diminuer notre niveau de dioxyde de carbone. Okay. Après, effectivement, il y a une réaction particulière au niveau cellulaire qui fait que quand on modifie notre taux de dioxyde de carbone, l'oxygénation in fine des cellules va être modifiée, mais en tout cas, ce n'est pas directement le fait d'hyperventiler qui augmente la respiration. En tout cas, ce qui est sûr dans ce que tu exprimes, c'est que le fait de respirer amplement, en tout cas, va permettre deux choses. Va permettre déjà la gestion du stress, parce qu'on sait très bien que respirer amplement permet justement de réguler ce fameux système nerveux sympathique et parasympathique dont je parlais avant la pause. Mais également, le fait de respirer amplement va modifier notre taux de dioxyde de carbone dans le sang. Notre corps est très bien fait et il est habitué à avoir un certain taux de dioxyde de carbone. Ce taux de dioxyde de carbone va entraîner un certain état basique en fait par rapport à l'acidité, un état basique, un état alcalin de notre corps. Et en fait, en modifiant notre respiration, nous allons changer l'aspect acide ou basique de notre sang et ça va provoquer un espèce de stress pour nos cellules. En fait, en ventilant d'une manière qui n'est pas habituelle, nous stressons nos cellules. Ce qui pourrait paraître problématique à première vue, mais qui ne l'est pas du tout. Comme nous disons tout à l'heure, le stress a un effet excessif, extrêmement délétère, mais le stress a également un effet
très positif. En fait, en stressant nos cellules, d'une manière raisonnée, responsable et volontaire, nous obligeons nos cellules justement à produire plus d'énergie pour résister contre cette, entre guillemets, agression qu'on leur impose. C'est le même principe quand on prend une douche extrêmement froide. On prend une douche extrêmement froide, finalement, quelque part, on agresse nos cellules. On les pousse donc à produire un surcroît d'énergie, un surcroît d'ATP. Ce principe, c'est un principe que l'on appelle l'hormèse. L'hormèse, c'est appliqué à un stress qui va permettre d'augmenter nos capacités. C'est quelque chose qui est bien connu, par exemple, au niveau de l'immunologie. C'est pas un principe qui, même si ce n'est pas forcément ma culture, est repris, par exemple, dans l'homéopathie. L'homéopathie, c'est donner finalement le mal pour guérir le mal par le mal. Et c'est un petit peu ça, le principe de l'hormèse, c'est-à-dire imposer par la respiration, en l'occurrence, ou par une douche froide, au corps un stress qui, en réponse, va se sentir obligé de produire plus d'énergie. Donc, effectivement, c'est tout à fait cohérent. C'est ça, d'augmenter au fait son système immunitaire, puisqu'on va acquérir une résistance au froid, par exemple. Moi, je fais de la respiration tous les jours pendant au moins 1 ou 2 heures, mais très intense, pour pouvoir aller dans le froid sans manteau, sans rien, ou faire des bains froids. La méthode Wim Hof. Voilà, Wim Hof, etc. Et donc, j'ai appris ça, et tous les jours, je le fais. Et finalement, je tombe plus malade. J'ai plus de grippe, plus d'angine que j'avais tous les hivers, grâce à cette oxygénation intensive, vraiment tous les jours. Et oui, ça, c'est génial. En fait, il faut comprendre que quand nos cellules produisent de l'énergie, elles produisent également des déchets, ce que l'on appelle les ROS, Reactive Oxygen Species. On les appelle aussi les oxydants. Finalement, quand on prend des antioxydants, tout le monde parle des antioxydants, mais personne ne sait vraiment pourquoi on prend des antioxydants. Mais l'idée, c'est de comprendre que quand nos cellules fabriquent de l'énergie, elles fabriquent donc des oxydants, elles font des déchets. Et ces oxydants doivent être donc éliminés par les fameux antioxydants que l'on trouve au niveau de l'alimentation, surtout dans les fruits rouges et les baies. Donc finalement, comprendre que plus on produit d'énergie, plus on produit de déchets. Donc plus on produit d'énergie, plus on produit de déchets. Plus on produit de déchets, plus il faut d'antioxydants. Et donc finalement, en obligeant nos cellules à produire plus d'énergie, on les oblige à avoir un système antioxydant très performant qui finalement est extrêmement protecteur. C'est ainsi qu'on retrouve avec une immunité renforcée, c'est ainsi qu'on se retrouve avec une résistance au froid renforcée, parce que justement nous sommes pleins d'antioxydants naturels. Les antioxydants naturels que l'on produit nous-mêmes ou que l'on va trouver dans l'alimentation sont extrêmement bénéfiques. Mais attention, je fais une petite remarque par rapport aux antioxydants parce que il y a un peu des modes comme ça, on a l'impression qu'il faut se gaver d'antioxydants, mais se gaver d'antioxydants peut être extrêmement contre-productif. En tout cas, donc l'idée, c'est de comprendre que notre corps a besoin d'un équilibre, que finalement, nous avons quand même besoin de certains oxydants parce qu'ils sont aussi protecteurs. C'est toujours la même chose, c'est le corps et l'esprit, mais entre dans la les deux, modération, évidemment, oui, bien sûr. Toujours la modération. Toujours la modération. Et donc, on arrive bientôt à la fin de cette émission. Tu as écrit également un livre. Donc, où est-ce qu'on peut te trouver si on veut te consulter ou peut-être lire ton livre, avoir plus de renseignements là-dessus? Alors donc effectivement, la dernière fois que nous étions vus, c'était pour parler de mon premier livre qui s'appelait Zéro sucre grâce à l'auto-hypnose, où donc j'expliquais les dangers du sucre et puis je proposais des possibilités via l'auto-hypnose de se libérer du sucre. J'ai également une méthode en ligne justement sur comment se libérer du sucre. Et j'ai produit d'autres méthodes en ligne basées justement sur la santé corps-esprit et le biohacking. Donc comment se libérer du sucre, comment se libérer des acouphènes, comment se libérer de la dépression, enfin du moins faire en sorte de céder. Enfin, j'ai pas la prétention de dire que je peux guérir, là n'est pas la question, mais en tout cas, voilà des méthodes basées sur mes recherches et mon expérience pour justement lutter contre la dépression, c'est pour ça qu'on en parlait tout à l'heure. Également des méthodes pour stimuler l'immunité d'une manière naturelle. J'ai d'ailleurs coécrit avec mon épouse Valérie, qui est médecin homéopathe, un livre sur l'immunité qui s'appelle « Les secrets d'une bonne immunité », publié chez Albin Michel. Je suis également co-auteur d'un livre, mais là c'est plus par rapport à l'hypnose, concernant l'hypnose dans les situations d'urgence, avec d'autres praticiens. Et depuis, donc, je me suis mis au biohacking, donc depuis plus de quelques années que je me suis mis au biohacking. J'ai donc écrit le premier livre en français sur le biohacking, qui s'appelle « Le manuel de démarrage du biohacker ». Et il est possible, pour rester informé sur tout ce que je peux
permettre tout ce que je peux me permettre de publier ou tout ce que je peux produire. J'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Docteur Denis. Alors, pourquoi Docteur Denis? Parce que beaucoup de personnes m'appellent Docteur Denis et souvent les gens ont du mal à écrire mon nom de famille. Donc Docteur en toutes lettres, Denis, D-E-N-Y-S. Donc vous aurez la chaîne du Docteur Denis sur YouTube. Vous pouvez également aller sur docteurdenis.com et vous pouvez télécharger un livre justement sur le cerveau et comment optimiser son cerveau. Voilà, donc n'hésitez pas aussi à vous inscrire sur ma newsletter sur Docteur Denis. Vous pouvez télécharger ce livre. Vous pouvez également vous inscrire sur la chaîne et toutes les semaines, je produis des vidéos sur l'optimisation de la santé corps-esprit. Donc voilà, je suis toujours ravi de pouvoir échanger et pouvoir donner de l'information. J'ai produit également une formation sur le biohacking chez Vivo Vojo. Je suis en train de faire une autre formation sur le biohacking. Enfin, voilà, je me rends compte à quel point il y a beaucoup de besoins sur cette optimisation de la santé corps-esprit. Absolument, et je vois que tu es vraiment très, très actif dans le domaine. Félicitations. Ah, normal, je suis biohacké. J'applique sur moi-même ce que... Alors, c'est intéressant parce qu'en fait, j'applique vraiment sur moi-même les principes. Bon, personnellement... Effectivement, depuis que j'appuie et que j'applique ce que je transmets, j'ai perdu plus de 15 kilos. J'ai une bien meilleure concentration, bien meilleure mémoire, plus d'énergie au quotidien. Je fais beaucoup plus de sport, je suis beaucoup plus actif à 50 ans que je ne l'étais à 45. J'ai produit, donc, comme je te disais, 4 livres, je ne sais pas combien de formations en ligne. Et je suis en plus très épanoui. En plus, ça, je suis marié, j'ai 4 enfants et je suis quand même médecin à plein temps. Donc, j'arrive à trouver le temps pour tout faire. Magnifique. C'est génial. En tout cas, je te remercie beaucoup de cette émission. Et je vous rappelle que vous pouvez également me trouver non plus sur Doctolib maintenant, mais sur Crénolib, ça s'appelle, et que cette émission sera retransmise sur ma chaîne YouTube et la tienne également. Super. Donc Shlomi Lévy et Docteur Denis. Merci beaucoup à Francky, à la technique, comme d'habitude, chez IDFM 95. Merci à toi. Très bientôt. Merci à vous tous pour votre attention. Merci. Au revoir. Au revoir.